Sud Radio, l'invité politique, Jean-Jacques Bourdin. Il est 8h34. Notre invité ce matin, Sylvain Maillard, député Ensemble pour la République de Paris. Bonjour Sylvain Maillard. Bonjour Jean-Jacques Bourdin. Anciennement député Renaissance, ça a changé. Vous d'ailleurs dirigiez le groupe Renaissance à l'Assemblée nationale. Sylvain Maillard, d'abord les Jeux Olympiques terminés. Vous avez un pincement au cœur un peu ? Oui, un vrai pincement au cœur. C'était une parenthèse extraordinaire quand même, évidemment pour la France, mais pour Paris, pour ma ville. Je crois une ambiance. Je compte beaucoup sur l'héritage de Paris. Peut-être qu'on en parlera. De tout ce qui doit. Nous ne devons pas oublier ce que nous avons vécu pendant la période olympique et paralympique. Une ambiance extraordinaire, mais aussi une organisation, des policiers partout qui font que la ville est apaisée. Une ville extrêmement propre. Voilà, des choses qui, je crois, voilà, justement, je trouve qu'il nous faudra faire perdurer. La sécurité assurée, une ville propre, mais comment fait-on pour poursuivre tout cela ? D'abord, pour la sécurité... On ne peut pas garder les mêmes effectifs de police en permanence dans la ville et autour de la ville. Vous avez raison, il n'y avait pas que de la police. Il y avait aussi beaucoup de sécurité, de RATP, dans les stations de métro. Je crois qu'il nous faut voir plus de bleus dans la rue. Je l'ai dit au préfet de police, je l'ai dit à Gérald Darmanin, qui en est pleinement conscient. Il nous faut plus de présence visible, de sécurité dans la rue, parce qu'on voit que ça apaise, tout simplement. Ça apaise. Et donc, il faut que ce soit plus visible. Je crois que dans l'organisation de nos forces de sécurité à Paris, par exemple, je crois qu'il y a aussi à réfléchir comment faire. Bon, parenthèse merveilleuse cet été avec les Jeux, et voilà que nous replongeons dans la vie politique. Vous avez replongé dans la vie politique, Sylvain Maillard, avec un nouveau Premier ministre. J'ai envie de vous poser la question, Michel Barnier. Est-ce que Michel Barnier est aujourd'hui condamné à l'impuissance ? Non, c'est un Premier ministre d'abord qui doit construire son gouvernement et qui se doit construire un budget. On sait très bien que la vie politique, le budget est le moment fort, en tout cas la vie parlementaire, essentielle pour notre démocratie. C'est son travail. Ce qui est certain, c'est que la conjoncture est compliquée, conjoncture financière, conjoncture économique, et puis la conjoncture politique. Le président de la République a pris du temps pour trouver la bonne personne. Moi, je crois que c'est la bonne personne dans une situation difficile. Maintenant, il nous faut construire avec lui dans une exigence. C'est pas un Renaissance, vous l'avez dit. C'est pas un Premier ministre de notre famille politique, mais c'est un Premier ministre qui a été choisi par le président de la République. Vous l'avez placé sous surveillance ? Non, nous sommes le premier groupe. C'est un peu ce que dit Gabriel Attal. Pardon. Nous sommes le premier groupe politique. Oui. En taille, sans députés, qui accompagne qui accompagnera la politique gouvernementale. Notre but, c'est de faire en sorte que nos idées, évidemment, soient reprises, mais aussi d'assurer une stabilité. On n'imaginerait pas que l'instabilité vienne de notre part. Mais par contre, nous sommes exigeants avec les projets de loi qui seront portés, ça c'est certain. Vous serez exigeant. Stabilité. Est-ce que vous dites ce matin que plusieurs ministres doivent rester au gouvernement ? Ça, c'est Michel Barnier qui constituera son équipe. Nous avons nos journées parlementaires demain. Et d'ailleurs, le Premier ministre, a priori, viendra. Je sais que c'est en course de calage, ça ne dépend pas de moi, mais en tout cas, il viendra. Je sais que c'est en discussion. Il est invité. En tout cas, il est invité ou pas ? C'est en discussion. Ah bon, d'accord. Vous ne savez pas encore s'il est invité ou pas ? Je ne suis plus à la présidence du groupe. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que nous voulons accompagner, nous voulons que ce soit un succès, mais pas un succès pour nous. Un gouvernement, c'est tout simplement un succès pour la France. Les Français nous l'ont dit pendant les élections, ils veulent des changements, ils veulent des accélérations. Sur la sécurité, on en a parlé à Paris, mais partout, il faut un gouvernement, il faut de l'action politique. Je vous dis ça parce que il n'est pas de votre famille politique, Michel Barnier. Donc vous entrez en cohabitation, une forme de cohabitation. Certains emploient le mot coexistence. Vous préférez coexistence, cohabitation ? Peut-être une coalition, tout simplement. Nous accompagnons. Moi, je suis beaucoup en Allemagne. Je vois comment ça fonctionne. Je peux vous dire qu'ils pensent pas tous la même chose dans cette coalition à 3 partis en Allemagne. Et pourtant, ça fonctionne et pas si mal. Donc, nous devons apprendre à fonctionner comme ça en France. Et c'est très bien ainsi. C'est les Français qui ont choisi. Est-ce que la France a besoin d'une majorité claire ? Bon, en tout cas, elle l'a pas, en tout cas, à l'Assemblée nationale. Vous savez pourquoi je vous dis ça ? Parce que c'est Marine Le Pen qui disait ça hier matin. La France a besoin d'une majorité claire. D'ici un an, nous aurons de nouvelles élections législatives, a dit Marine Le Pen.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire elle a placé Michel Barnier sous surveillance. C'est elle qui décide? Dites-moi, Sylvain Maillard. Il faut trouver une majorité relative, suffisamment stable pour faire voter un budget et passer des projets de loi qui correspondent à la volonté des Français. Et donc c'est le travail qu'a mené le président de la République pendant presque 2 mois. Il a placé Michel Barnier. Maintenant, c'est à Michel Barnier de construire une majorité relativement bienveillante qui lui permet de naviguer en eau compliquée, puisqu'il y a 3 blocs à l'Assemblée nationale et 3 blocs qui sont vraiment marqués et dans la difficulté de travailler les uns avec les autres. Donc voilà la complexité des choses. Après, ce que dit Marine Le Pen, c'est des propos politiques. Les Français ont choisi le 7, il n'y a pas si longtemps, il y a 2 mois, ont choisi des députés, et ces députés-là sont là au minimum 1 an. Oui, au minimum 1 an. Mais dites-moi, Michel Barnier doit-il préserver le Rassemblement national pour pouvoir gouverner? Est-ce que vous pensez qu'Emmanuel Macron a pactisé avec Marine Le Pen? Il n'y a aucun pacte, et ça je vous le confirme, aucun pacte. Il y a eu des contacts, mais ça vous le savez très bien, pour savoir qui voterait la censure et qui ne voterait pas la censure. Après, il n'y a aucun accord, rien du tout avec le Rassemblement national, ni avec LFI d'ailleurs. Emmanuel Macron a interrogé Marine Le Pen, lui a dit « Est-ce que vous voterez la censure ou pas ?» C'est la question qu'il lui a posée. Exactement. Comme il a posé à tous les présidents de partis. Et c'est en fonction de la réponse de Marine Le Pen qu'Emmanuel Macron a choisi son Premier ministre. C'est-à-dire que comme je comprends bien, comme la gauche s'est tiré une balle dans le pied toute seule en disant que quoi qu'il arrive, il ne soutiendrait pas Bernard Cazeneuve, quoi qu'il arrive, il voterait la motion de censure, quoi qu'il fasse. Dès le début et qui n'apporterait aucun député, en réalité, le centre de gravité de l'Assemblée nationale a changé. Je crois que la gauche a fait, à droite. La gauche a fait une erreur stratégique, je crois, manifeste. C'est-à-dire que le Rassemblement national est aujourd'hui en position de force pour faire tomber ou pas faire tomber le gouvernement Barnier. En réalité, je pense que... Sylvain Maillard, regardons la réalité. Mais Jean-Jacques Bourdin, je crois qu'en fait, tous les groupes sont en position de force pour faire tomber le gouvernement, comme c'est une instabilité générale. Et c'est ça la difficulté de Michel Barnier, c'est de trouver un équilibre qui permette de passer des mesures, probablement projet par projet. C'est vrai que nous l'avons fait, nous, en fait, dans la dernière mandature, on était en majorité relative, projet par projet, on trouvait des majorités. Parfois, on n'en parlait pas suffisamment, mais en fait, on trouvait des majorités parfois à gauche, parfois à droite. C'est ce que devra faire Michel Barnier. Michel Barnier qui promettait un référendum sur l'immigration, même pas un référendum, il promettait un moratoire sur l'immigration. C'était en 2021, c'est pas vieux. Et notamment sur les entrées. Il faut qu'il l'applique, cette promesse. Nous avons voté une loi immigration, c'était il n'y a pas si longtemps, moins d'1 an. Je vous rappelle, on a eu beaucoup de débats, je suis venu d'ailleurs à votre antenne en parler. Je crois que c'est une loi qui est en train de monter en puissance et qui vous montre à quel point ceux qui n'ont pas vocation à être en France repartent beaucoup moins difficilement que ce que c'était avant. Les OQTF ont bondi, les reconduites à la frontière ont bondi, parce que ce que nous voulons, c'est que la loi française soit appliquée. Elle était compliquée à appliquer auparavant. Je vous rappelle, il y avait 12 recours possibles devant les tribunaux. Il n'y en a plus que 3. On donne une réponse définitive au bout de 8 mois maximum. Et donc, c'est beaucoup plus facile de reconduire à la frontière ceux qui n'ont pas vocation à rester en France. Et je crois que nous sommes en train de trouver un équilibre. Par contre, ceux qui viennent bosser, qui ont un droit, qui ont l'autorisation de travailler, c'est moins compliqué qu'avant. Marine Le Pen demande l'organisation de référendums. C'est ce qu'elle demande à Emmanuel Macron. Faut-il organiser, je sais pas moi, des référendums sur le pouvoir d'achat, l'immigration, la sécurité, la santé ? Pourquoi pas? Vous savez, les référendums, c'est aussi c'est facile, un micro. Après, il faut poser une question. Il faut trouver la bonne question. Il faut que ce soit dans le champ d'application d'un référendum. C'est pas aussi facile. On peut pas poser n'importe quelle question du fait de notre constitution. De toute façon, il faut jamais avoir peur de ce que va dire et du vote du peuple. Au contraire, se tourner vers le peuple, c'est toujours mieux. Et surtout s'il y a un blocage. C'est vrai que j'entends quand il y a un vrai blocage, un sentiment qu'on peut pas aller plus loin. Au fond, redonner la parole au peuple, c'est ce qu'a fait le président de la République le 9 juin.
Quand connaîtrons-nous le nouveau gouvernement de Michel Barnier? Vous savez, vous avez des infos? J'en ai aucune idée. Mais vous participeriez à un gouvernement en tout cas, Barnier? ce qui a été dit, Jean-Jacques Bourdin, c'est qu'il voulait le faire dans la semaine, parce qu'on a un budget à voter. D'ailleurs, il commence dès cette semaine, dès aujourd'hui, le budget à l'Assemblée nationale. Et évidemment, tous les jours qui passent, déjà dans un budget compliqué à construire, et tous les jours qui passent, évidemment, rendent encore plus compliqué la construction. Donc, nous, ce que nous voulons, c'est très vite qu'il y ait une équipe qui est capable de porter un budget et de pouvoir être face aux parlementaires pour pouvoir le voter, l'amender, parce que c'est aussi une course contre la montre avant le 31 décembre. Il y aura une session extraordinaire de l'Assemblée nationale ou pas? Écoutez, on rentre le 1er octobre, on est oui, donc déjà, il n'y aura pas de session extraordinaire. Je sais qu'il y a des discussions. Nous sommes déjà le 9. Il y a des discussions. En réalité, tant qu'il n'y a pas de gouvernement, je vois pas bien l'intérêt d'avoir une session extraordinaire. Alors, le budget. Parlons du budget. Parce qu'il y a évidemment une urgence, hein, on est bien d'accord. Les arbitrages ne sont pas rendus, les lettres plafonnant les crédits des ministres ont été envoyées avec un mois de retard, le nouveau ministre de l'économie n'est pas connu. Est-ce que c'est le 1er octobre? Théoriquement, premier mardi d'octobre. C'est le 1er octobre. Et oui, mais la discussion, la présentation du budget, on va la retarder, vous pensez? Est-ce qu'il faut la retarder? Il faut regarder la contrainte dans laquelle nous sommes. S'il y a un peu de retard, au fond, c'est pas grave. Il y a un peu de souplesse dans la gestion du budget. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'au-delà du calendrier, c'est de trouver les équilibres budgétaires. Et c'est ça qui va être extrêmement compliqué. Il nous faut faire des économies. Je le dis depuis longtemps. Nous vivons au-dessus de nos moyens. Donc, il faut faire des économies et réfléchir. Et non pas, de mon point de vue, non pas que des coups de rabot. Je crois qu'il faut faire des choix politiques. Lesquels? Quels choix? C'est ça que nous aurons comme dans les discussions qui vont venir. Quels sont les choix? Parce qu'il va falloir trouver des dizaines de milliards d'économies. Et donc, ce ne sera pas uniquement 200 millions, 100 millions, qui sont déjà difficiles à trouver, mais c'est de dire, c'est des politiques économiques que nous suivons, qui ne sont pas efficaces. Je crois qu'il va falloir vraiment, cette fois-ci, peut-être aller jusqu'au bout. Cet argent, et peut-être nous aurons la majorité pour faire des économies. Mais il y a pas 1000 manières de faire des économies. Il y a plein de choses sur lesquelles il faut s'interroger. C'est-à-dire que par exemple, sur des fonctionnements, vous savez, très longtemps, j'avais dit sur le crédit impôt recherche, je pense que par exemple, comment le réinterroger? Est-ce qu'il va bien au truc? Je pense sur la politique du logement, est-ce que ça favorise pas plutôt les propriétaires plutôt que les locataires quand on donne des aides qui, au fond, terminent dans la poche du propriétaire. Il y a plein de choses sur lesquelles il faudra que nous nous interrogions, parce c'est là des milliards et des milliards de politiques publiques où nous dépensons de l'argent qui, probablement, n'est pas suffisamment efficace. Quand il y a moins d'argent, il faut que chaque euro dépensé soit parfaitement efficace. Sinon, on ne doit pas le dépenser. Et puis se rentrer dans une trajectoire, parce qu'on ne pourra pas tout faire sur ce budget-là, évidemment, mais rentrer dans une trajectoire, parce que nous sommes inscrits en 2027, être à 3%, on s'est engagé auprès de Bruxelles, être à 3% de déficit, et il faut tenir, quel que soit le gouvernement, il faut tenir cet engagement. La réforme des retraites, on ne touche pas à cette réforme, Sylvain Maillard? Vous demandez à ce qu'on ne touche pas à cette réforme? Je le dis tout le temps, c'est une réforme qui était impopulaire. On a accepté, nous avons endossé l'impopularité. Pourquoi? Parce qu'un jour, on ne pourra plus payer les pensions. S'il n'y a plus assez de rentrées financières, on ne pourra plus payer les pensions. Et donc nous, on dit, il faut garder cette orthodoxie financière, il faut travailler jusqu'à 64 ans. Regardez, dans les autres pays, c'est comme ça que ça se passe, 64, 65, 67. Il nous faut travailler un peu plus, pour ceux qui le peuvent, pour pouvoir financer les retraites. Parce que nous sommes une société qui vieillit, nous avons de moins en moins de gens qui travaillent, et de plus en plus de gens qui seront à la retraite. Donc on ne touche pas à cette réforme. Donc vous, à l'Assemblée nationale... Après, on peut parler sur la pénibilité, il y a plein de choses sur lesquelles... Une réforme des retraites, elle n'est jamais finie, il y a toujours d'autres réformes qui enchaîneront, il y en aura d'autres. Mais je le dis, les 15 milliards que doivent rapporter par an supplémentaires cette réforme des retraites, nous en avons terriblement besoin. Est-ce que la manifestation initiée par la France Insoumise a été un échec, selon vous?
Moi, j'en ai marre des coups de médiatiques en permanence de LFI. En fait, ça me fatigue. Je vous le dis. C'est-à-dire j'en ai marre. Tous les jours, il y a un nouveau truc, une destitution, une attaque de ceci, une manifestation. Enfin, en fait, ils passent leur temps à vouloir faire du buzz pour qu'on parle d'eux. En fait, ça ne m'intéresse pas. En fait, ce que fait la France Insoumise, dans ce qu'ils sont, dans cet extrémiste, ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce qu'on peut faire pour changer concrètement la vie des Français. Est-ce qu'il y a une bienveillance médiatique, selon vous ? En tout cas, on doit, je pense, dans le fonctionnement médiatique, on doit avoir de l'actualité. Et en fait, la France Insoumise crée de l'actualité tous les jours. Et donc, tout le monde se positionne par rapport à ça. Moi, ça m'intéresse pas. Ils font 25 000, je crois qu'il y a 25 000 personnes à Paris. Dis la police. Ok, 25 000 personnes, c'est un match de Ligue 2. C'est-à-dire les matchs de Ligue 2, il y en a permanence. Non, vous vous rendez compte, ça va dire que dans tous les médias, on ne va parler que de ça, alors qu'il y a 25 000, il y a l'équivalent des spectateurs d'un match de Ligue 2. Et vous savez quoi, il y en a partout plus en France, au niveau national. Tous les week-ends. Bon, oui, 25 000 en Ligue 2, c'est rare. Mais enfin bon, c'est quand même beaucoup et peu. Des beaux matchs. Beaucoup et peu. Manifestations, vous les avez regardées quand même si ça vous intéresse pas. Beaucoup de manifestants en soutien des Palestiniens. Bah oui, vous avez vu ? Qu'est-ce que ça a à voir avec une opposition à Michel Barnier ? Rien du tout. Rien du tout, ça m'interroge. Ça interroge. Oui. Ça interroge vraiment. C'est-à-dire quelle question vous posez ? Vous savez très bien que LFI fonctionne, et on l'a vu particulièrement pendant les élections européennes, fonctionne sur le conflit israélo-palestinien. Et que pour eux, c'est un volontairement. Bien sûr, c'est un carburant électoral. Et donc voilà, dans chaque manifestation où ils sont, il faut qu'il y ait des drapeaux palestiniens. Il faut rappeler. C'est une petite piqûre de rappel, une petite piqûre un peu antisémite. Ça ne fait jamais de mal, malheureusement. C'est ça. Bah oui, c'est ça. Sylvain Maillard, je termine avec Paris, les Jeux Olympiques, la fin des Jeux Olympiques, j'y reviens. D'abord les anneaux, les fameux anneaux sur la Tour Eiffel. Quelle est votre position ? Est-ce que ces anneaux doivent, comme le demande la famille Eiffel, doivent partir pour Los Angeles maintenant ? Oui, je l'ai écrit d'ailleurs avec les membres de Vous Renaissance. Vous êtes député de Paris, je le rappelle. Les membres de Renaissance Paris, nous l'avons dit, nous souhaitons que les anneaux partent de la Tour Eiffel. Mais par contre, qu'ils soient installés quelque part, on veut un héritage. Mais pour nous, la Tour Eiffel, c'est quelque chose d'intemporel. Et elle porte le message de la France, de Paris, de la France. Et donc c'est un peu incongru de garder ces anneaux olympiques dessus. Par contre, qu'on les garde quelque part, ça nous semble important. On est favorable à garder la vasque, évidemment. Et puis les statues. Alors pour le coup, je crois que la mairie de Paris a proposé de les mettre porte de la Chapelle ou porte de Clignancourt, en tout cas dessus. Je trouve que c'est une bonne idée. C'est une bonne idée. Les 50 km/h, le 50 km/h sur le périphérique parisien. J'y suis opposé. Anne Hidalgo a annoncé qu'elle l'imposerait, ce 50 km/h. Vous y êtes opposé, pourquoi ? D'abord, Anne Hidalgo n'a pas le pouvoir de l'imposer, puisque c'était une compétence partagée avec l'État. La métropole, avec l'État. Avec l'État. Et donc, nous l'avons toujours dit, nous y sommes opposés, nous sommes à 70, nous sommes opposés pour une raison simple, même si juridiquement le périphérique est à Paris, c'est en fait plupart du temps des banlieusards qui l'utilisent, et c'est un passage, et donc je crois qu'il y a moins de choses, c'est de discuter. Par contre, je suis favorable à garder les voies Paris 2024, ça peut être des voies de covoiturage, des voies qui permettent d'aller plus vite et d'inciter, on a eu cette discussion ensemble, Jean-Jacques, dessus, d'inciter à un comportement. Moi, j'ai vu très longtemps aux États-Unis, et depuis très longtemps, c'est installé des voies de covoiturage qui font que quand vous êtes plus de 3 dans une voiture, 3 ou plus dans une voiture, vous avez la possibilité d'aller sur une voie spécifique qui va plus vite. Et donc, ça va pousser plutôt les banlieusards, les Parisiens à prendre plusieurs personnes dans les voitures. Et au fond, c'est ça l'objectif, nous, c'est d'avoir moins de voitures. Pour avoir moins de voitures, il faut plus de gens dans chaque voiture. Sylvain Maillard, 2026 approche. Est-ce que vous soutiendrez Rachida Dati ? Ça fait partie des discussions que nous aurons. On a franchi les Jeux Olympiques avec beaucoup de succès, Jeux Olympiques, Paralympiques. On va rentrer dans une séquence très municipale. Et je l'ai dit, début de l'année prochaine, je souhaite qu'on puisse avoir un candidat de large rassemblement. Un candidat ou une candidate ? Ou une candidate. Rachida Dati travaille auprès du président de la République. J'ai évidemment, tout le monde le sait, beaucoup de contacts avec elle. Ce qui est pour moi essentiel, si on veut gagner Paris, il nous faut construire un rassemblement très large.
est-ce qu'elle le souhaite? Est-ce qu'elle veut construire ce rassemblement? Je crois. Elle, candidate, derrière elle, un rassemblement très large. C'est ça, Sylvain Maillard? Il n'y a pas de possibilité à Paris, pour pouvoir gagner Paris, s'il n'y a pas un rassemblement très large. Oui, mais il faut une tête d'affiche. Il faut quelqu'un qui conduise la liste de ce rassemblement. Bien sûr. Il y a deux choses pour gagner. Un, il faut porter des idées et porter une vision qui permettent aux Parisiens de dire bah oui, j'ai envie de voter pour eux. Et deux, vous avez raison, une incarnation. Cette incarnation, je pense qu'il faut la porter. J'ai toujours dit, au début de l'année 2025, le premier semestre 2025, on va rediscuter tous ensemble comment fonctionner. Mais évidemment, Rachida Dati fait partie. Elle est la mieux placée pour vous? À l'heure actuelle, oui. Elle est la mieux placée. À l'heure actuelle, quand on regarde, oui, ce rassemblement. Évidemment. Mais je le pense. En tout cas, à l'heure actuelle, oui. Mais je le redis, pour construire un rassemblement, ça prend un peu de temps. Et puis, il y a une temporalité. La temporalité, c'est le début de l'année prochaine. Bien. Merci beaucoup, Sylvain Maillard, d'être venu nous voir ce matin sur l'antenne de Sud Radio. Patrick Roger sera avec vous juste après les informations de 9h. Merci.